Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, avec la CLAN, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi le Sahara occidental est au cœur des tensions entre le Maroc et l'Algérie, sans jardon et sans prendre parti. Ouais, salut tout le monde. Si tu découvres juste le sujet, t'inquiète pas. On va reprendre depuis le début. Où c'est, qui est impliqué, et pourquoi ce bout de désert intéresse autant de monde. On commence par la carte mentale. Imagine l'Afrique du Nord. À l'ouest, tu as le Maroc, au centre, l'Algérie, et en dessous du Maroc, le long de l'Atlantique, c'est là qu'on trouve le Sahara occidental, un territoire majoritairement désertique mais avec une longue façade sur l'océan. Exactement. Les grandes villes dont on entend parfois parler, c'est par exemple Laayoune ou Dakhla. Pour beaucoup de gens, ce sont juste des noms sur une carte. Mais pour les populations locales, et pour les États de la région, c'est une question d'identité, de contrôle du territoire, et aussi de ressources potentielles. Si on remonte un peu dans le temps, pendant la période coloniale, la région est divisée entre différentes puissances européennes. Le Maroc devient un protectorat, l'Algérie est intégrée comme territoire français, et le Sahara occidental, lui, est contrôlé par l'Espagne. Donc, ce n'est ni le Maroc, ni l'Algérie qu'il dirige à ce moment-là. Après les indépendances dans la région, la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait de ce territoire espagnol au sud du Maroc ? Pour faire simple, quand l'Espagne commence à se retirer dans les années 1970, plusieurs acteurs revendiquent le Sahara occidental, et c'est là que la situation devient explosive. Du côté du Maroc, l'argument est suivant. Le Sahara occidental fait partie de son territoire historique. Il y avait des liens d'allégeance entre certains groupes locaux et le pouvoir marocain. Donc, pour Rabat, c'est une question d'intégrité territoriale, de récupérer un territoire considéré comme marocain. En face, tu as des mouvements sahraouis, dont le Front Polisario, qui défendent une autre vision. Pour eux, le Sahara occidental doit devenir un État indépendant, distinct du Maroc. Et l'Algérie, elle, va soutenir cette idée d'autodétermination, c'est-à-dire le droit des Sahraouis à décider eux-mêmes de leur avenir politique. Donc, dès le départ, tu as deux lectures différentes d'un même territoire. Le Maroc parle d'unité nationale, de compléter son territoire après la colonisation. Les Sahraouis et l'Algérie mettent en avant le principe de décolonisation et de référendum pour que la population locale choisisse. Et ce qui complique tout, c'est que ce n'est pas juste une question symbolique. Le Sahara occidental, c'est aussi des ressources possibles, comme le phosphate, la pêche et une façade stratégique sur l'Atlantique. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de sable, c'est un enjeu politique, économique et géopolitique. On voit déjà comment ça crée un terrain idéal pour un conflit qui dure longtemps. Héritage colonial flou, plusieurs acteurs qui revendiquent, des ressources en jeu, et deux États voisins, le Maroc et l'Algérie, qui n'ont pas la même vision du futur de ce territoire. Dans le chapitre suivant, on va voir comment tout ça se transforme en guerre, en cessez-le-feu, en négociation sous l'égide de l'ONU, et pourquoi, des décennies plus tard, le problème n'est toujours pas réglé. Alors, reprenons avec les acteurs principaux. On a le Maroc, qui administre l'essentiel du territoire et le considère comme faisant partie intégrante du pays. On a le Front Polisario, un mouvement sahraoui qui revendique l'indépendance du Sahara occidental et qui a proclamé une entité appelée République arabe sahraoui démocratique, la RASD. Et à côté de ça, l'Algérie est un soutien clé du Polisario. Elle accueille des camps de réfugiés sahraouis sur son territoire, fournit un appui politique et diplomatique et défend, au niveau international, l'idée que les Sahraouis doivent décider par eux-mêmes de leur avenir via un référendum. Dans les années qui suivent le retrait de l'Espagne, ça ne reste pas une simple dispute diplomatique. Il y a une véritable guerre entre le Maroc et le Front Polisario. On parle de combats, de déplacements de population et d'un conflit armé qui va marquer durablement la région. Pour se protéger et contrôler le territoire, le Maroc construit ce qu'on appelle souvent un mur de sable, une sorte de longue barrière fortifiée dans le désert, avec des champs de mines et une présence militaire. Ce mur sépare les zones contrôlées par le Maroc de celles contrôlées par le Polisario. Au même moment, une partie importante de la population sahraoui se retrouve dans des camps de réfugiés, notamment en Algérie. Donc, quand on parle de ce conflit, il ne faut jamais oublier cet aspect humain. Ce ne sont pas que des cartes et des communiqués, ce sont aussi des vies suspendues par la guerre et l'exil. Avec le temps, la communauté internationale s'en mêle plus directement.
L'ONU supervise un cessez-le-feu et propose un processus basé sur un référendum d'autodétermination. En gros, laisser les habitants du Sahara occidental voter pour décider de leur futur statut. Sur le papier, ça semble simple, mais dans la pratique, c'est extrêmement compliqué. Oui, parce qu'il y a des désaccords sur qui a le droit de voter, sur la liste électorale, sur les options exactes à proposer, et la situation évolue sur le terrain pendant que la diplomatie piétine. Au fil des années, ce référendum reste annoncé, discuté, mais jamais réellement organisé. Le Maroc met progressivement en avant une autre solution. Une forme d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. De son côté, le Polisario continue, lui, de défendre l'idée d'un référendum incluant l'option de l'indépendance. Et l'Algérie soutient cette dernière ligne. Résultat, on se retrouve dans une situation de blocage. Il n'y a plus de guerre à grande échelle comme au début, mais il y a toujours une tension militaire, une frustration dans les camps de réfugiés et un dossier diplomatique qui revient régulièrement à l'ONU sans solution définitive. Il faut ajouter à ça la dimension internationale. Plusieurs pays prennent position. Certains reconnaissent la RASD, d'autres soutiennent clairement la position marocaine. Et au milieu de tout ça, les grandes puissances cherchent plutôt la stabilité de la région que la justice idéale telle que chaque camp la conçoit. Et ce climat de blocage, il a un effet collatéral majeur. Il alimente une rivalité profonde entre le Maroc et l'Algérie. Le Sahara occidental devient un symbole, presque un test de crédibilité pour chaque État, ce qui rend toute concession, politiquement, très coûteuse. Dans le prochain chapitre, on va quitter un peu les salles de négociation pour regarder ce que ça signifie pour les gens. Les Sahraouis, bien sûr, mais aussi les Marocains et les Algériens ordinaires, et la relation globale entre les deux pays. Parlons maintenant des conséquences concrètes. D'abord, pour les Sahraouis. Beaucoup vivent depuis des décennies dans des camps de réfugiés, notamment en Algérie. Pour certains, toute leur vie s'est déroulée dans cet environnement provisoire qui, en réalité, dure depuis très longtemps. Ouais, et ça crée un mélange de fatigue et de frustration. Tu grandis en entendant parler d'un référendum qui n'arrive jamais, d'un conflit qui semble figé. Certains espèrent toujours une solution juste, d'autres ont le sentiment qu'on les a un peu oubliés dans ce bras de fer entre États. De l'autre côté, dans les zones du Sahara occidental administrées par le Maroc, il y a aussi des dynamiques complexes. Intégration dans l'économie marocaine, investissement, mais aussi présence militaire importante et climat politique sensible. Les voix qui contestent la situation ne sont pas toujours libres de s'exprimer comme elles le voudraient. Tout ça veut dire que, pour les habitants, peu importe le camp, la vie quotidienne est fortement marquée par le conflit. L'accès aux opportunités, la liberté de mouvement, le sentiment de sécurité, tout est impacté d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il y a la relation entre le Maroc et l'Algérie. La question du Sahara occidental est devenue l'un des principaux points de discorde. On le voit avec la fermeture de la frontière terrestre depuis des années, les tensions diplomatiques récurrentes et même les ruptures officielles de relations à certains moments. Concrètement, une frontière fermée, ça veut dire des familles séparées, des gens qui ne peuvent pas traverser librement pour voir leurs proches, des échanges économiques bloqués et une coopération régionale quasiment à l'arrêt. Pour une région qui pourrait être très intégrée, c'est un énorme frein. Et puis, il y a l'effet sur les perceptions. Dans les médias, dans certains discours politiques, l'autre pays est parfois présenté comme l'adversaire, voire comme l'obstacle principal à la justice ou à la stabilité. Ça nourrit des caricatures, des méfiances qui peuvent déborder dans les conversations de tous les jours ou sur les réseaux sociaux. En même temps, la réalité sur le terrain humain est souvent plus nuancée. Beaucoup de Marocains et d'Algériens, dans la région comme dans la diaspora, ont des histoires d'amitié, de voisinage, de travail ensemble. Ils partagent une langue, une culture, une cuisine, des références communes. Le conflit des États ne reflète pas toujours ce que les gens vivent au quotidien. C'est important de le souligner. On peut analyser les positions officielles, les résolutions à l'ONU, les discours très durs des dirigeants, sans tomber dans l'idée que les Marocains et les Algériens sont condamnés à se détester. Les sociétés sont souvent plus ouvertes que la politique ne le laisse penser. Pour toi qui nous écoutes, que tu sois directement concerné ou que tu découvres juste le sujet, la clé c'est vraiment de garder une approche nuancée. Se méfier des simplifications du genre « tout le tort est d'un seul côté », être attentif aux sources et se rappeler qu'il y a des vies humaines derrière chaque slogan. On ne va pas prétendre, en quelques minutes, donner la solution magique à un conflit qui dure depuis des décennies.
Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est essayer de comprendre les logiques qui l'ont construit. L'héritage colonial, les enjeux de territoire, les intérêts des États et la manière dont tout cela pèse sur les populations. Et à partir de là, chacun peut se faire une opinion un peu plus informée, moins basée sur des rumeurs ou des réactions à chaud. Plus on comprend les mécanismes, moins on se laisse entraîner par la haine par procuration. Tu sais, celle où tu prends parti très fort sans vraiment connaître le dossier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a posé les grandes lignes du conflit autour du Sahara occidental, le rôle du Maroc, du Polisario, de l'Algérie et les conséquences concrètes pour les gens. On espère que ça t'aide à y voir un peu plus clair. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si ce sujet t'a intéressé, tu peux toujours continuer à te renseigner, lire des points de vue différents et garder ce réflexe de curiosité. On se retrouve dans un prochain épisode pour explorer un autre thème ensemble. À très bientôt et prends soin de toi.